Bonjour à toutes et à tous, c'est Osario. Ce que vous allez voir est une review subjective de Spider-Man No Way Home, que j'ai fait en live sur Twitch. On en fera d'autres, donc n'hésitez pas à passer sur le live et à suivre la chaîne pour participer au prochain stream. Merci et bonne vidéo. J'espère que tous ceux qui passeront ce soir ont vu Spider-Man No Way Home, parce que là, ça va spoiler comme des bâtards. On va en parler, on va débriefer. Je me suis fait une petite trame pour pas oublier de parler de certains trucs. On va suivre l'ordre chronologique du film. Je l'ai vu ce matin en Dolby 3D, pas mal. Moi, je l'ai vu en 2D simple classique. Bon, là où je suis, on n'a pas trop le choix, on n'a pas des super salles de cinéma non plus. Donc, on fait avec ce qu'on a, quoi. Mais ok. Dans un premier temps, en fait, ce qu'on va faire, donc, je vais donner mon avis à chaque fois. Et si vous avez envie de réagir, vous réagissez, il n'y a aucun souci. Et comme ça, je lirai vos commentaires en même temps. Et puis voilà, le but, c'est qu'on échange un petit peu sur ce qui s'est passé pendant le film, voir ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, là où on a crié, là où on a applaudi, là où on a pleuré, enfin voilà. Donc, dans un premier temps, mon avis général sur le film, j'ai surkiffé, vraiment un truc de ouf. Au début, j'avais pas beaucoup d'attentes quand le film avait été annoncé à l'époque. Je me disais que le principe de ramener des anciens acteurs et tout ça, je voyais pas trop l'intérêt, à part faire du fanservice un peu abusif. Et au final, je suis sorti de la salle comme un gamin, quoi. Donc, comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et vraiment surkiffé de ouf. Je crois pas qu'il y ait quelque chose vraiment dans le film qui m'ait déplu. Peut-être un petit peu... on en reparlera vite fait, mais le fait que... Je fais des débats en live, mais vocaux sur Discord ou non. Alors en fait, c'est la première fois que je fais ce genre de truc. Et après, si t'as un micro qui passe bien et tout, pourquoi pas en discuter sur Discord au bout d'un moment. Clairement. Mais c'est la première fois que je fais ça, donc je teste un petit peu, voir si ça peut intéresser des gens ou pas. Mais moi, mon objectif à terme, serait vraiment d'essayer de faire une émission qui passerait, enfin, qui serait toutes les semaines, où on discute un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde des super-héros. Yep, j'ai un bon micro, je live aussi de temps en temps, donc si tu veux, dès que tu veux, je peux venir en vocal. Bah écoute, vas-y, je continue vite fait de donner mon avis, puis après si tu veux, on pourra échanger en vocal, carrément. Et ouais, donc du coup, mon but, moi, ce serait de faire une émission en fait qui passerait une fois par semaine, où on discute un petit peu, voilà, des news concernant toutes les actus qu'il pourrait y avoir sur le monde des super-héros, que ce soit à l'écran, en comics, enfin bref, sur un aspect assez large, que ce soit Marvel, DC Comics ou autre. Donc voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui traînent sur YouTube. Après, les lives, moi, j'ai pas trop cherché s'il y en avait ou pas. Mais moi, c'est vraiment mon kiff. Enfin, je surconsomme des produits de super-héros. Voilà, donc si je peux trouver des gens avec qui ça passe, avec des gens qui sont intéressés, bah honnêtement, ça pourrait être super sympa, quoi. Donc voilà, donc mon avis, ouais, sur le film, grosso modo, masterclass pour moi, quoi. Après, si t'as pas vu les anciens Spider-Man, forcément, ça te touche moins. Et le film, au-delà de ça, si on regarde un petit peu, en fait, Tom Holland, il est un peu un... C'est le personnage principal, mais il a quand même un rôle secondaire, comparé au fait que pendant tout le film, t'as une attente, que tu sais qu'ils vont être là, mais tu sais pas quand, et en fait t'attends que ça tout le long du film. T'attends quand est-ce qu'ils vont arriver, t'essayes de choper le moindre indice à droite à gauche. Et c'est ça qui est peut-être un peu dommage sur le film, c'est qu'au final Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland, est peut-être un petit peu mis à l'écart. Même si l'histoire c'est lui, et bah mine de rien, c'est pas ce que le spectateur a envie de voir. Et c'est un peu dommage. Donc voilà, donc au début du film, comment ça commence? C'est juste après donc Spider-Man Far From Home.
Là où Jonah Jameson révèle que Mysterio lui a dit, voilà, paf, Peter Parker, c'est Spider-Man. Donc tout le monde connaît l'identité de Spider-Man. Et là, ça part en couille très 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 rapidement. Genre, à un moment, on voit les hélicoptères qui sont autour de l'appartement de la tante May de Peter. En fait, c'est là que, en fait, tout le long du film, tu comprends que, déjà, en fait, Spider-Man, il va pas suivre les traces d'Iron Man en disant tout le monde doit me connaître, tout le monde qui sait qui je suis, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, le film va lui apprendre qu'il doit rester vraiment, son identité doit rester secrète. C'est vraiment la chose la règle à laquelle il peut pas déroger, c'est que vraiment personne doit être au courant que c'est lui Spider-Man. Et tout le film en fait va lui montrer que ça doit être comme ça. Et le truc le plus grave qui lui arrive, on va en discuter tout à l'heure, c'est la mort de Aunt May. Et c'est ça ça c'est vraiment le truc le plus dur qui lui arrive dans le film et qui lui fait encore plus réaliser que son identité doit rester secrète, en plus de ce que lui inculque le Tante May, mais ça on en discutera vraiment tout à l'heure. Donc voilà, le fait que tout le monde connaisse l'identité de Spider-Man, c'est vraiment quelque chose de très mauvais et il s'en rend compte tout de suite. Du coup, ensuite, donc, vient le fait de le FBI débarque chez lui, lui pose des questions et tout ça, et là, il y a un caméo qui, moi, m'a fait, mais alors, surkiffé de malade. C'est Matt Murdock, donc l'acteur Charlie Cox, qui est pour moi incroyable. Donc, Daredevil, on a le retour de Daredevil dans le MCU. Je pense que ce sera pas du tout l'histoire qu'il y a eu dans la série sur Netflix. Donc du coup, déjà ça on peut écarter, mais le fait déjà qu'ils reviennent, et alors là, je spoile pas parce que je l'ai pas mis dans le titre, mais regardez le dernier épisode de Hawkeye, et c'est aussi incroyable. Mais j'en parlerai pas. Mais c'est incroyable, donc faut le regarder. Donc voilà, donc Matt Murdock, en plus il y a le mode où il y a un truc qui arrive à travers la fenêtre et il l'attrape alors qu'il est censé être aveugle. Du coup c'est sûr que c'est lui Daredevil, enfin bref, c'est incroyable. Donc vraiment j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce que c'était juste un caméo? Mais moi je pense pas que c'est juste un caméo, vu ce qui s'est passé dans Hawkeye. Et donc du coup, hâte d'en voir beaucoup plus sur Matt Murdock. Je croise les doigts, vraiment, pour qu'on ait un team-up Daredevil, Spider-Man, ça serait incroyable. Voire même l'arrivée du Punisher, ils vont peut-être refaire une version un peu mieux, beaucoup mieux de Iron Fist. En bref, il y a tellement de choses à faire. Luke Cage, pareil, enfin bref, il y a tellement de choses à faire que ce serait vraiment trop cool de voir ça. Donc, une autre chose que je voulais parler, donc il y a un moment, Spider-Man se rend compte que c'est la grosse merde, donc du coup il a envie d'arranger tout ça, et donc il va voir Doctor Strange. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait Doctor Strange, c'est plus lui le sorcier suprême. Donc, je rappelle, le sorcier suprême, c'est en gros le leader de tous les sorciers, c'est le patron, c'est lui qui protège la Terre, qui prend les grosses décisions et tout. Et donc du coup, c'est plus lui le sorcier suprême parce qu'il a été blip pendant 5 ans, c'est Wong le sorcier suprême. Ça va pas. Clairement, ça va pas. Wong, pour moi, il a pas du... Enfin, le personnage n'a pas du tout la carrure et... Mais ouais, la prestance et tout ça pour être le sorcier suprême. Surtout que qui vient prouver ça, c'est que donc, Strange se dit tiens, je vais me faire un sort assez risqué et tout ça, mais je le fais quand même. Limite, ça le fait kiffer en fait Strange de faire ça. On le voit, il est tout content, il va le faire et tout. Et en fait, Wong, au lieu de dire, tu sais, de jouer de son autorité et de dire bah non, c'est mort, tu feras pas ça. Le mec il se casse, il dit je veux juste pas en entendre parler. Donc limite les conséquences de ce qui se passe derrière, c'est aussi de sa faute. Parce qu'il savait que c'était dangereux et il a rien fait pour l'empêcher. Donc pour moi Wong, sorcier suprême, ça va pas durer très longtemps. Donc ensuite voilà, donc ils descendent, ils font le sortilège tout ça, et donc il y a Peter qui
En fait, c'est tout con, parce que si c'était concerté avant avec Doctor Strange, ils auraient dit, bah voilà, comment le sortilège va se passer, j'ai envie que telle et telle personne reste au courant, tout ça. Et au final, ils font ça un peu à l'arrache, en mode, ils modifient le sortilège pendant qu'ils sont en train de le faire. Du coup, évidemment, ça fout la merde, et c'est là que ça ouvre les portes du multivers, et ça attire les gens qui connaissent l'identité de Spider-Man dans cet univers-là. Mais là où c'est intéressant, et c'est aussi un autre point du film, c'est que le film montre comment Peter devient mature en fait. Et réalise et prend vraiment son rôle et sa responsabilité de héros à fond. C'est parce que dans cette scène-là, on voit que Peter en fait, il a rien anticipé, c'est juste le gamin en disant ma vie est foutue, mes potes peuvent plus aller à l'université, tout ça, donc du coup, il modifie les trucs un peu à l'arrache et tout ça, et ça prouve en fait que c'est juste un gamin qui sait pas ce qu'il fait en fait. Et c'est ça tout le long du film, c'est qu'en fait il y arrive tellement de choses à Peter dans le film qu'il se réalise en plein de choses, et c'est ça qui fait qu'il devient plus mature et plus responsable, et c'est pour ça qu'à la fin en fait il réalise et il prend la décision qu'il prend à la fin, on en discutera tout à l'heure, et en fait le film montre tout ça, et ça c'est assez intéressant. Donc après ça, évidemment, t'as tous les méchants qui débarquent. Donc l'arrivée d'Octopus, incroyable quoi, il arrive, ça trempe de partout, quand il débarque, il fout une branlée à Peter, il comprend rien de ce qui se passe. Puis revoir évidemment. Que penses-tu des costumes d'Electro repris des comics? Bah en fait, ça aurait pu être cringe, mais ça ne l'est pas parce que en fait que son costume de base il est, enfin moi il y a rien qui m'a choqué quoi, il est ok, surtout qu'après en fait il a plus au bout d'un moment il lui met un manteau bizarre là de travailleur, donc là rien à dire, et après il a si je me souviens bien, c'est un truc un peu en cuir, pas exceptionnel quoi, ouais, il était plutôt bien, hein, franchement, rien à dire à ce niveau-là. Et c'est juste qu'en fait, comme vers la fin du film, quand il a le réacteur arc et qu'il il active ses pouvoirs, on voit l'espèce d'éclair qui se forme, mais ça reste pas très longtemps, et c'est ça qui fait le plus cringe en fait, et ça reste pas longtemps, c'est juste genre quand il active, ça fait ça autour de lui, et donc moi ça m'a pas gêné, je trouve ça très bien. Donc ouais, donc Electro débarque, bah c'est impressionnant comme d'habitude quoi, avec les pouvoirs d'Electro, tu peux faire des trucs assez stylés visuellement. L'homme sable, alors concernant l'homme sable, c'est pas mal au début qu'en fait il est pas vraiment totalement méchant. En fait l'homme sable, c'est là que tu vois qu'ils ont gardé comment dire, la progression du personnage qu'il y avait eu dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, où l'homme sable il est toujours en mode bah je suis méchant mais je regarde ce que je fais parce que voilà j'ai une famille et tout ça, et en fait c'est pas un méchant comme le bouffon vert, tu vois, qui est à fond dans le délire. Alors pourquoi on le voit en sable tout le temps, sauf à la toute fin? Parce que je pense que en fait ils ont pas, en fait c'est pas le même acteur qui joue, et à la fin ils ont juste repris des images qu'ils ont mis sur fond vert et qu'ils ont réadapté un petit peu vite fait, tu vois. Mais en fait c'était un acteur totalement différent, je pense. Et donc voilà, l'homme sable, malgré voilà qu'il soit plus ou moins cool visuellement, ça reste un bad guy basique, pas très intéressant malheureusement quoi. Le lézard, on le voit même pas arriver, c'est genre Ah, t'avais pas remarqué? Ouais, si, c'est pas lui, hein, c'est pas l'acteur, hein, clairement. C'est pour ça qu'on le voit en sable tout le temps, en fait, sinon ça n'a pas de sens qu'il soit tout le temps en mode sable. Surtout que dans Spider-Man 3, il était pas tout le temps en sable, tu vois, donc clairement, moi je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. Ouais, donc le lézard, on le voit même pas arriver, c'est un peu dommage, je trouve. Il a été directement capturé par Strange.
Et bah, l'arrivée du bouffon vert avec... bon là, on avait vu les images déjà dans la bande-annonce, hein, mais avec la grenade là, qui ricoche, qui explose, on entend le rire, on le voit au loin. Donc c'est assez stylé. Alors il y a aussi le truc là que Strange donne à Spider-Man pour capturer les mecs qui viennent d'une autre dimension là, un espèce de truc un bracelet qui tire un truc magique qui les téléporte là. Donc why not? Je trouve que c'est peut-être un peu facile, mais de toute façon il l'utilise pas enfin il l'utilise très peu et il s'en débarrasse très rapidement. Donc voilà. Le moment intéressant aussi dans le film, c'est que, encore une fois, la tante May va apprendre quelque chose à Peter. Au début, Peter, limite, il dit bah c'est pas mon problème. Ok, ils sont destinés à mourir face à Spider-Man, mais il faut qu'on les renvoie chez eux parce que c'est la grosse merde, quoi. Lui, il fait confiance, Peter, il fait confiance à Doctor Strange. Et c'est là que la tante May, en fait, va lui apprendre encore quelque chose, c'est que en fait, il faut essayer de les sauver quoi qu'il arrive. Même si ils sont destinés à mourir, bah, c'est ta responsabilité en fait de faire quelque chose, surtout si tu peux faire quelque chose. Et c'est donc elle arrive à le convaincre en fait d'essayer de les sauver. Et donc c'est là que en fait tu as une confrontation hyper badass et hyper stylée entre Peter et Doctor Strange. Et ça c'est pour moi c'est incroyable. Donc il lui carotte le cube et donc il commence à essayer de s'enfuir, tout ça. Ils vont dans la dimension miroir, ça part dans tous les sens. Visuellement, c'est comme dans Doctor Strange, le premier film. Ça va à droite, à gauche, t'as des trucs qui se dédoublent. Enfin bref, tu comprends rien de ce qui se passe, c'est un truc de malade. Et là, le moment hyper stylé, alors c'est juste avant qu'il rentre dans la dimension miroir, c'est quand Strange en fait il projette en fait le corps astral de Peter hors de son corps. Et en fait, t'as quand même le corps de Peter qui arrive à esquiver les coups de Doctor Strange. Et là, c'est là que tu vois qu'en fait, le sens de l'araignée, il est over-cheaté à mort. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, il réagit tout seul, il évite et tout. C'est incroyable. Et même Peter, il comprenait pas trop ce qui se passait. Et là, tu vois que Strange, il est hyper choqué. Ouais, c'est le réflexe araignée qui fait ça, hein, c'est sûr à 100%. Et incroyable, tu vois. Et donc du coup, donc ils sont dans la dimension miroir et tout. Et puis là, en fait, c'est là et c'est enfin, tu vois, parce que je pense que les gens le réalisent pas forcément s'ils connaissent pas trop Spider-Man. Mais c'est là que tu vois qu'en fait, Peter Parker, c'est un mec, il est brillant. Un mec, il est hyper intelligent. Et il connaît rien à la magie. Et grâce à son intelligence, le mec il met en PLS Doctor Strange dans l'univers où Doctor Strange est en total contrôle. Donc il arrive comment dire, il fait un truc là qui fait qu'il est bloqué, Doctor Strange, il lui pique son espèce d'anneau là pour faire les portails, et puis hop, terminé. Donc ça c'était une scène qui était ultra cool. Donc après, donc Peter avec MJ et Ned, voilà, avec Tante May, ils vont dans l'appart. Ouais, Ned qui chante la bague du docteur. Ouais, ça c'était assez drôle. Un Ned qui se met à faire des tours de magie et tout, c'était assez drôle, ouais, clairement. Donc on a Peter qui se réunit avec tout le monde et qui hop, ils vont dans l'appartement de Happy et ils utilisent des espèces de machines Stark là pour fabriquer tout et n'importe quoi. Et donc ils essayent de trouver des solutions pour sauver tous les méchants. En gros, il veut les... Alors, moi, j'ai vu la VF, et je pense que je vais retourner voir en VO, parce que je préfère quand même voir en VO. Mais il veut les rectifier. En gros, je pense qu'en anglais, il dit fixe. Et ça veut pas tout... pas. Ça veut dire rectifier, mais pas vraiment, tu vois. Et donc, il veut régler les problèmes qu'ils ont. Donc, en gros, c'est soit les soigner de leur retirer leur pouvoir, ou les soigner de leur maladie complètement cinglée, quoi. Donc du coup, il commence par Octopus et il réussit, tu vois, il construit la petite puce et puis ça marche très bien. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, l'acteur qui joue Octopus, c'est là que tu vois qu'il est bon parce que tu vois tout de suite la différence
en fait, en fait, il devient un mec hyper gentil. Et il est reconnaissant et c'est stylé, tu vois. C'est là que tu vois qu'en fait, tu te dis, ah, ça se trouve, il va y avoir un team-up et tout. Oui, mais pas tout de suite. Et en fait, c'est là aussi que le sixième, enfin le sens de l'araignée de Peter, il est incroyable et il est hyper. Au début, dans Spider-Man Homecoming, on le voit quasiment pas. Je crois qu'on le voit même pas du tout. Dans Far From Home, bah, il le comprend pas totalement. Ouais, il simule une alliance pour au final. Ouais, bah oui, clairement, ouais. Mais ce que je disais déjà. Ouais, le sixième sens. Le sens de l'araignée, c'est là que tu. En fait, dans Far From Home, il le comprend pas totalement, même s'il arrive un peu à lui faire confiance. Mais il le comprend pas. Mais là, il est décuplé dans No Way Home. Quand il arrive à comprendre que le bouffon vert, il est en train de lui la mettre à l'envers. Tu vois. Et il réagit direct, tu lui balances une toile pour le bloquer et tout ça. Et quand t'as le bouffon vert qui se révèle, évidemment, qui part dans tous les sens. Ouais, je vais tuer tout le monde, anarchie, tout le bordel. Et donc ça part dans tous les sens. Tout le monde se casse. T'as Electro qui chope le réacteur Arc. Donc il devient hyper puissant. Octopus, il en profite pour se barrer parce qu'il voit bien que ça part en couille. Et là, t'as l'événement pour moi le plus fort du film. Au-delà du fanservice et tout ça, c'est bah, évidemment la mort de Tante May, quoi. La mort de Tante May, c'est... Voilà, moi, on l'a vu une fois dans le jeu Spider-Man PS4. Là, on le revoit encore là. Alors, ça a peut-être un peu... Moi, j'ai trouvé que ça a fait un peu moins d'impact. Mais la Tante May qui décède, c'est trop, quoi. Là, ça tue Peter Parker. La scène MJ sauvée par Andrew était terrible aussi pour moi. Ouais, bah oui, parce que ça te fait un rappel de... En fait, moi j'ai cru qu'à un moment il allait lui dire aussi j'y suis arrivé ou un truc comme ça, mais non, il l'a pas dit, mais on l'a compris, tu vois. C'est-à-dire que là, il a pas envoyé une toile pour essayer de l'arrêter, il l'a vraiment chopé comme il fallait, quoi. Donc, ouais, la Tante May qui se fait tuer. Et là où c'était hyper fort, c'est que c'est le bouffon vert qui tue la Tante May. Et c'est comme dans les comics, le bouffon vert, bah, c'est lui qui tue Gwen Stacy, mais il fait tellement de tort à Spider-Man, et là c'est vraiment stylé que ce soit lui qui fasse la chose la plus grave qui puisse lui arriver, quoi. Et ça rend en fait Peter, il est en rage contre le bouffon vert, quoi. Et on le verra à la fin, la conséquence que ça a. Enfin, il y a eu une petite conséquence qui aurait pu mener encore à une hyper grosse conséquence. Mais ouais, moi je trouve que c'est hyper cool que ce soit le bouffon vert qui tue la Tante May. Et donc, bah là, t'as le FBI qui arrive, t'as Happy qui dit à Peter de se barrer, Happy qui se fait choper, Peter qui se casse, MJ et Ned qui se cassent dans leur coin et tout ça. Et là, t'as le moment ultime du fanservice, évidemment, où t'as Ned qui dit « Putain, il faut qu'on retrouve Peter. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai fait des trucs avec mes mains. Attends, j'essaye de refaire. Et puis j'ouvre un portail. Et puis là, on voit un Spider-Man au loin. Et on se dit, ouais, c'est pas celui-là qu'on connaît. Enfin, c'est pas celui-là qui est là normalement. Et là, il se rapproche et tu vois que c'est pas il a un corps beaucoup plus élancé, beaucoup plus mince, il est plus grand, le costume est différent. Puis là, tu vois que c'est le Spider-Man d'Andrew Garfield qui débarque, quoi. Et la scène où t'as MJ qui est en mode vas-y, prouve-le que t'es bien Spider-Man, que t'es bien Peter Parker, vas-y, grimpe au plafond et tout. Et puis là, la scène assez marrante avec je crois que c'est la grand-mère de Ned qui lui demande de ramasser l'étoile d'araignée et tout ça. Bon, bref, la scène est assez marrante. Et
Et puis là, t'as Ned qui veut, ah non, il nous faut vraiment le vrai Peter Parker. Et puis là, il ouvre un autre portail. Et là, bon, bah, voilà, il y a le OG qui débarque. T'as Tobey Maguire qui est là, quoi. Ça, là, ça rigole plus, quoi. Et un truc incroyable qui s'est passé, je trouve, dans la salle, quand j'étais au cinéma, c'est qu'il y a des gens... Je comprends pas ça, en fait, mais il y a des gens, ils ont applaudi, quoi. Ils ont dit... Oh, ils ont applaudi un écran qui n'entend pas. Enfin, je veux dire, c'est pas comme un spectacle vivant, quoi. Quand t'applaudis, les gens qui sont sur scène, ils sont contents, tu vois, parce qu'ils entendent les applaudissements. Là, t'applaudis personne. Ils sont pas là, les acteurs et les réalisateurs, donc... Je comprends pas le délire, en fait, mais bon, pourquoi pas, après tout, hein. Je juge pas, mais c'est juste que je comprends pas, quoi. Et ah ouais, toi aussi, t'as applaudi. Et moi, c'est la première fois dans un film que en France, hein, je dis, aux États-Unis, ils ont l'habitude de faire ça, ces mecs, c'est les cinglés. Mais ouais, en France, des mecs qui s'applaudissaient, tu vois, genre, ouais, il y a Toby, il y a Andrew, c'est incroyable. De malade, quoi. Vraiment un truc de ouf. Donc, ouais, donc voilà, ils sont là, ça discute. Avec les Spider-Man. Ouais, toi aussi, t'es Peter Parker. En bref, incroyable. Il débarque là où est Tom Holland. Et puis là, c'est là qu'ils se rendent compte que tous, on leur a dit à un moment, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est incroyable, la discussion elle est folle. De toute façon, de manière générale, à chaque fois que les Spider-Man ils se discutent entre eux, les dialogues ils sont hyper bien trouvés, les scènes elles sont hyper bien jouées. Pour moi, j'étais comme ça là devant l'écran. C'est incroyable ce qui est en train de se passer devant mes yeux, quoi. C'est vraiment comme quand tu vois dans les comics quand les Spider-Man ils se rencontrent ou dans les séries animées, c'est pareil, tu vois. Même ou dans le dernier film d'animation là, comment ça s'appelle déjà, Into the Spider-Verse ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement du titre. Et incroyable, quoi. Même que ce soit comique ou pas, ou hyper sérieux, les discussions qu'ils ont entre eux, c'est juste trop bien. Donc ouais, même la petite rep, il doit y avoir un Spider-Man noir. Ouais, bah oui. Ça, ouais, c'est pas... Oui, ça c'est à la fin, ouais, quand Electro redevient un peu plus de lui-même, ouais. Clairement. Ah oui. Ah, il faut bien la petite rep à Miles Morales quand même. Il serait capable de le faire, hein. Ça pourrait être, imaginons, dans un futur plus ou moins proche, où il faut faire une passation parce que, bah, à un moment, Tom Holland, il va bien passer à autre chose, quoi. Donc, s'ils ont envie de continuer sur la hype un petit peu de Spider-Man, plutôt que de refaire encore une quatrième trilogie ou quatrième reboot de Spider-Man, il faut bien qu'il y ait un changement à un moment ou à un autre. Donc, ouais, il serait bien capable de nous faire un... Bah, oui, déjà, il va commencer à vieillir, mais c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est que là, on a fini la trilogie du Spider-Man gamin. Maintenant, on va commencer à passer aux jeunes adultes, quoi. Et là, ça va devenir hyper intéressant. Parce qu'il va avoir d'autres problèmes, en fait. Là, c'est des problèmes de gamins au lycée, tout ça. Et après, il va avoir les vrais problèmes qui vont arriver, tu vois, genre trouver un travail, payer son loyer, enfin, tu vois, c'est ça qui, là, ça va devenir encore plus intéressant. Mais bon, on sait pas ce qui va se passer, il peut se passer énormément de choses. Surtout avec la scène post-crédit. Enfin bref, il y a plein de choses qui risquent de se passer. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement, on ne saura pas. De toute façon, le prochain film ne sera pas avant 2-3 ans au moins, donc... Donc après tout ça, la bataille finale, évidemment. Une des batailles les plus épiques que j'ai pu voir. Ça vole dans tous les sens. Bref, je peux pas tout détailler, il y a trop de trucs à dire sur cette scène sur la scène de bataille.
C'est le moment le plus intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, les Spider-Man, ils ont trop l'habitude de bosser en solo. Du coup, ils n'arrivent pas à bosser en équipe. Et c'est du coup, le seul Spider-Man qui a plus ou moins agi en équipe avec les Avengers qui les coordonne. Et c'est normal que ce soit lui, parce que c'est lui quand même le héros principal du film. Donc c'est normal que ce soit lui qui les coordonne et qui soit bien sûr le Spider-Man 1, puis il y a Spider-Man 2, Spider-Man 3. Ouais. Et donc du coup, ils s'allient tous ensemble. Voilà, ça fait des scènes incroyables. Et, après tout ça, quand ils arrivent à guérir tout le monde, donc t'as Electro qui perd toute son électricité, l'homme sable qui du coup n'a plus de pouvoir de sable, le lézard qui se retransforme en Dr. Connors. D'ailleurs, la retrouvaille entre le Dr. Connors et Andrew Garfield, de Spider-Man de Andrew Garfield est assez pas mal. Mais les meilleures retrouvailles, c'est Tobey Maguire, le Spider-Man de Tobey, et Dr. Octopus. Là, c'est incroyable. Et ils se retrouvent parce que comme ils se sont connus avant que le Dr. Octopus il devienne complètement cinglé, la scène de retrouvailles, elle est trop bien, quoi. Et donc après toute cette bataille finale, là, il se passe un truc aussi assez fou. Et que, en fait, je pense que pareil, le viewer, mais le spectateur classique d'un Spider-Man qui a vu juste les films, tout ça, il se rend pas compte qu'en fait, Spider-Man, il a une force tellement surhumaine qu'il retient ses coups à chaque fois. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, quand il retient pas ses coups, ça fait mal. Mais ça fait très très mal. Et la scène où il défonce le bouffon vert, mais tu vois la puissance des coups, il lui met des patates et des patates et des patates, mais j'ai trouvé la scène hyper impressionnante. Et il est prêt à le tuer, quoi. Il prend un truc, je sais pas si c'est pas le planeur qu'il prend, donc ça a aussi une connotation avec le premier film de Spider-Man de Sam Raimi, où il prend le truc pour essayer de le défoncer. Et là, t'as Tobey. Incroyable, il a fait ce que Tobey avait prédit, il a laissé la haine, il passait. Bah ouais. Bah clairement, bah de toute façon, Tobey, là, c'est le Spider-Man qui a l'expérience, hein. 40 balais, tu vois. Donc, normal. Mais oui, et donc du coup, c'est Tobey qui, en fait, il l'empêche, mais il a juste à le regarder, il dit rien du tout. Il le regarde et tu vois dans son regard, tu vois tout ce qu'il aurait pu lui dire dans son regard. Et c'est là qu'il se calme et qu'il injecte comment dire, au bouffon vert l'antidote, et puis voilà. Du coup, le bouffon vert redevient Norman Osborn classique, sans haine, sans rien du tout. Donc du coup, une chose hyper importante dans le film aussi, c'est que à la fin, Spider-Man, donc Peter Parker, prend la décision de sacrifier toute sa vie. Donc tout le monde va l'oublier pour sauver l'univers, quoi. Clairement, c'est sauver l'univers, hein. Enfin, même les univers. Donc après, bon, c'était un peu de sa faute quand même à la base, mais voilà, donc il prend la décision que... Et c'est là, en fait, c'est en prenant cette décision que c'est là que tu vois qu'il a vraiment grandi dans le film. C'est que il va vraiment maintenant tout prendre les bonnes décisions d'un héros digne de ce nom, quoi. Et donc la fin, on a Peter qui rend visite à Ned et MJ, puis en fait il se rend compte, enfin il se laisse submerger en fait par le regret, et donc du coup il va ne pas reprendre contact avec ses amis. Et c'est là en fait où il a encore beaucoup à apprendre, c'est que en fait ça c'est une erreur, mais qui va peut-être être développée dans le prochain film, où en fait il va s'isoler. Et ça va faire en fait un peu comme Spider-Man 2, c'est-à-dire que psychologiquement il va pas être bien. Il aura personne autour de lui, il va juste avoir sa vie de super-héros et du coup il va se sentir malheureux. Et en fait, je pense que le prochain film c'est ça, c'est-à-dire que ils vont lui faire comprendre qu'il a aussi besoin de ses amis, même s'il croit qu'il est juste bon à les mettre en danger, quoi. Et là aussi la fin du coup nous montre enfin le vrai Spider-Man. C'est-à-dire qu'il est
dans son appart, tout seul. Il écoute les fréquences de la police, il galère pour payer son loyer, il va devoir trouver un boulot minable, il va sûrement être enfin soit photographe ou je sais pas quoi de officiel, pas officiel, mais il va trouver des photos de Spider-Man et tout ça. Il a fabriqué son costume à la machine à coudre comme il est censé l'avoir fait à la base. Enfin, les trucs de Stark et tout le bordel, quoi. Et le costume, mais c'est le costume. C'est le costume des comics. C'est le même. Ils ont réussi à faire le même. Alors on le voit pas beaucoup, donc on peut pas vraiment le regarder dans les détails. Mais les couleurs, le symbole, tout est pareil. Et on a... enfin, on peut voir, j'espère, dans le prochain film, qu'on verra le vrai Spider-Man. Le Spider-Man, quoi. Pas un Spider-Man parmi les Avengers, high-tech et tout le bordel. Pas un... comme celui d'Andrew Garfield où il était vraiment trop arrogant et c'était encore trop dans sa jeunesse et tout ça. Encore chez la tante May et tout ça. Dans les Spider-Man de Tobey Maguire, on l'avait vu un petit peu cet aspect-là. Mais là, j'espère qu'on va être à fond là-dedans, quoi. Donc voilà. Grosso modo, tout ce qu'on avait à dire sur le film. Petite chose en plus. La grosse douille Venom. Alors pourquoi la grosse douille Venom? Dans la scène post-générique, Venom, il est arrivé. Alors déjà, pourquoi il est arrivé dans cet univers, on sait pas, parce que lui, il sait pas que Peter Parker, c'est Spider-Man. Et Venom, bah, le symbiote ne sait pas non plus. En tout cas, c'est pas dit qu'il le sait, donc pourquoi il a été attiré dans cet univers, on sait pas. Et en plus, il se fait dégager aussitôt. Donc ça veut dire qu'en fait, la hype que les gens ont eu à la fin de Venom 2, bah, ça n'y a rien du tout. Et tout ça pour qu'il laisse un tout petit bout, un tout petit bout du symbiote qui va se balader là. Et un jour, il va trouver Peter et puis on va avoir le droit au Spider-Man noir. Voilà. Au black suit, tout ce que tu veux. Et on aura peut-être, enfin, le vrai Venom. Fait par le MCU, comme il faut. Totalement, et Spider-Man va chercher à voir Venom. Bah, faut déjà que le symbiote rentre en contact avec Spider-Man, que Spider-Man s'en détache. Mais avant, il faut introduire... En fait, pour bien faire le truc, il faut déjà que Eddie Brock soit introduit avant tout ça. Pour que Peter et Eddie Brock, ils se connaissent, qu'ils travaillent au même endroit et qu'ils aient une espèce de rivalité ou que genre Peter va un peu comme il s'est passé dans Spider-Man 3, c'est-à-dire qu'il va lui niquer ses photos ou un truc comme ça, tu vois. Et donc du coup, Eddie Brock aura la haine contre Peter Parker. Comme Spider-Man va se débarrasser dès qu'il aura le symbiote sur lui, qu'il va vouloir s'en débarrasser, le symbiote va avoir la haine contre Spider-Man. Et comme le symbiote et Eddie ont la haine pour la même personne, et ben ils vont très bien se trouver. Et là, c'est là qu'il va y avoir un vrai Venom enfin. Avec évidemment le symbiote qui aura gardé la mémoire génétique de Spider-Man. Et donc les pouvoirs de Spider-Man, mais en plus fort. Et donc du coup, ça va être un vrai problème pour Spider-Man. Et tout le bordel, quoi. Donc c'est là qu'on aura un vrai Venom. Donc voilà tout ce que j'avais plus ou moins à dire sur le sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas le j'aime, le commentaire et abonne-toi. Allez, à la prochaine.